La modération, il ne connaît pas, lui. Charles Eddrich, aventurier des temps modernes, me permet d'affirmer ça, mais il y a son fils qui est au premier rang, sa femme qui est là-bas, qui ne m'a pas fait les gros yeux, donc je ne dois pas avoir trop tort quand je dis ça. Charles Eddrich, né au milieu des années 50 du côté de Lyon, chef d'entreprise, enfin officier de marine marchande. Vous vous rappelez quand vous avez 14 ans, ce que vous aviez dans la tête, vous ? Oui. Vous vous rappelez ce à quoi vous rêviez, ce à quoi vous pensiez vous en rappelez dans la cour de récréation, tout ça, ouais. Georges Renaud s'en rappelle. Elle était blonde, brune, rousse, les poils poussaient sous les bras, on piquait le rasoir à papa, voilà. Ben, Charles Eddrich, lui, il gravissait le Mont Blanc, il se disait, tiens, plutôt que de prendre... alors il n'y avait pas les PlayStation, les Game Boy et autres, mais il y avait déjà de quoi rester enfermé chez soi, et lui, il choisissait de partir à l'assaut du Mont Blanc. Ensuite, il a été officier de marine marchande, et puis il est devenu chef d'entreprise. Une belle et grosse entreprise, puisque une fois coté en bourse, il a choisi de s'en séparer pour pouvoir vivre une passion aventurière et sportive. Alors on ne sait pas dans quel sens on met le sport et l'aventure, puisque ceux qui étaient là hier ont eu quelques détails sur ses préparations physiques, sur ses régimes alimentaires, c'est-à-dire aucun. Et donc quand on écoute et qu'on est sensible aux sportifs de haut niveau, on entend les préparateurs physiques, les préparateurs mentaux, les préparateurs psychologiques, les préparateurs alimentaires. Ben non, là c'est juste l'envie de gagner, l'envie d'être le premier, et il va nous expliquer comment il peut être intéressant d'améliorer ses défauts, mais il peut être motivant de surfer sur ses qualités. Surfer, c'est quelque chose qu'il fait aussi, puisqu'à travers ses exploits, on peut parler d'exploits, eh bien, il y a de la navigation, il y a de la rame, il y a de l'alpinisme, il y a du vélo, il y a de la course à pied, et il y a de la moto. C'est d'ailleurs un petit peu comme ça que l'histoire a démarré, alors que sa boîte se vendait. D'ailleurs, une boîte qui devait bien fonctionner, puisqu'il y a dans la salle un chef d'entreprise qui avait fait appel au service de Charles Eddrich. Voilà, vous êtes là, monsieur, et c'est sympathiquement, amicalement, fraternellement même que vous venez assister aux conférences, puisque vous gardez un bon souvenir du chasseur de tête qu'il était. C'est comme ça qu'on les appelait dans les années 90. C'était un cabinet de recrutement où il travaillait d'ailleurs en famille. Charles Eddrich est papa de 3 enfants. Il y a le plus grand qui nous fait l'honneur de sa présence, un skieur. On aura l'occasion de l'évoquer aussi. Mais pour l'heure, on ne va pas dérouler 10 ans de passion sportive. 10 ans de passion sportive, si vous voulez l'évoquer en détail avec Charles Eddrich, on pourra le faire après, vous savez, quand on aura le petit coup. Il vous présentera son bouquin, Charles Eddrich, 10 ans de sport-aventure. C'est aux éditions Respectons la Terre. C'est pas anodin, une maison d'édition Respectons la Terre qui est venue parfaire des initiatives concrètes que Charles Eddrich a créées à travers cette association Respectons la Terre, et qui est également maison d'édition. Il est l'auteur de 2 bouquins, mais Respectons la Terre cultive le développement de bouquins d'autres auteurs que Charles Eddrich. Alors en 2003, il passe son permis moto. Quelques semaines après, il s'inscrit sur la ligne de départ du Paris-Dakar et il finit. Donc déjà finir le Paris-Dakar, c'était une performance. Finir en 6e position dans sa catégorie quand on a le permis depuis 3 semaines ou 5 semaines ou 2 mois, c'était pas mal non plus. Et après, a suivi tout un tas de records, dont certains, dont il est encore détenteur aujourd'hui, des records extrêmes. Et celui qui nous réunit ce matin, c'est celui qui a été vécu quasiment en direct cet été sur iTélé ou sur Radio Nova, puisque vous aviez des partenariats médiatiques, et vous avez passé le Nord-Ouest à la rame, ou en tous les cas vous avez fait la première partie de cet exploit. Pour l'instant j'ai fait la première partie du passage de Nord-Ouest, donc relier, la définition la plus standard, c'est relier donc l'Atlantique au Pacifique, ou l'inverse. Premier à l'avoir fait, c'est Amundsen. En 3 saisons, c'était un passage, en plus je connaissais la route, donc j'ai pas besoin de carte. Je l'ai fait en 2010, mais avec un voilier là on est dans le contexte, avec un voilier plus classique, si on peut dire, un voilier d'expédition en aluminium. C'est fantastique. En voilier, je devais être c'est difficile à dire, une 40e voilier à passer là-haut. Et là, j'ai essayé d'être le premier à le faire à la rame. Donc pour l'instant, j'ai fait la première partie. Donc j'ai laissé mon bateau dans un petit village inuit, esquimau, qui s'appelle Tutuyaktuk. Et donc je suis parti du détroit de Bering début juillet.
Et donc j'ai terminé cette première partie donc fin septembre. Voilà donc pour une première partie, donc une première présentation très rapide du sujet. Donc souvent, quand je présente mes aventures, mes expéditions, la critique que les gens me font, c'est de dire, bon, tu présentes toujours les choses comme si c'était presque une promenade de santé, que ça soit l'Everest, le pôle Nord ou d'autres choses. Bon, cette expédition a été donc particulièrement compliquée, riche en difficultés, en obstacles de tout genre, et je vais vous présenter un petit peu les choses dans le détail. D'ailleurs, je vous propose qu'on regarde un petit film, un petit témoignage en images qui a été réalisé. D'ailleurs, je vais vous rappeler que nous sommes filmés. Vous pourrez suivre les conférences en différé, si vous voulez, sur sodéal-actu au pluriel.fr. On saluera là aussi le travail d'équipe avec Morgane et Nicolas, qui, salariés de la Sodéal, continuent à communiquer alors que les moments sont terminés. On regarde le petit film de présentation. C'est une histoire que nous allons vous raconter sur iTélé tous les week-ends et durant tout l'été, l'histoire incroyable d'un homme qui va tenter de réaliser un véritable exploit, le passage du nord-ouest à la rame, dans l'Arctique, entre le Groenland et l'Alaska. C'est une première mondiale, 4 à 5 mois d'expédition prévue dans la banquise. Charles Eldridge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin puisque vous êtes encore à Paris, vous n'êtes pas encore sur la banquise. Et puis face à vous, Christophe Thiozot, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus. Boxeur professionnel, triple champion du monde en poids moyen, médaillé au JO. Vous êtes ici parce que vous connaissez très bien Charles Eldridge et vous soutenez son projet. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, vous partez dans 15 jours. On a hâte de vous entendre. Hein. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, je voudrais qu'on revienne sur votre parcours d'aventurier. Vous avez le plus haut palmarès de sport-aventure au monde. Regardez, c'est un sujet de Fanny Conquis. 10 ans de passion, 10 ans de sport et d'aventure sur les mers et les montagnes du monde entier. Et pourtant, au départ, Charles Eldridge était directeur d'entreprise. Après une entrée en bourse en 1997, il revend sa société quelques années plus tard. Et guidé par sa soif de découverte, il devient aventurier. Tout terrain, toute discipline, il ne recule devant aucun défi. À son palmarès, le Paris-Dakar en moto en 2003, l'ascension de l'Everest par la voie tibétaine en 2006, mais aussi la traversée du pôle Nord au Groenland en autonomie et sans ravitaillement, alpinisme et ski en Afghanistan, et l'année dernière, c'est une première mondiale, Charles Eldridge fait l'aller-retour non-stop sur l'Atlantique, à la rame, en solo, 145 jours et 21 heures. Et il ne compte pas s'arrêter là, toujours là où on ne l'attend pas. Au programme cet été, ce sera l'océan Arctique. Test de retournement. Mon petit chien avec lequel je m'entraîne beaucoup. Avec le chien. Me voici donc au milieu des glaçons, sur la banquise. Bœuf musqué, animal qu'on rencontre sur les terres les plus nord du globe, par exemple au Cap Maurice-Jésus, où on est arrivé avec un ornithortel en venant du pôle Nord. Et l'ours blanc, animal sans prédateur, extrêmement dangereux, qui va être un des dangers sur le passage du Nord-Ouest avec le rameur des glaces. Donc 20 juin, départ de Nomé sur le Manguier, remorqueur de la Marine nationale racheté par Philippe Archel et qui va me déposer avec Nelson, vraiment au détroit de Bering,
en face de la Russie, côté Alaska, un petit village qui s'appelle Wells, d'une 50aine d'habitants. On devrait y être demain, avec des conditions qui sont très bonnes, donc mer plate, conditions assez chaudes, hein, vous voyez, donc je suis en chemisette là, et tout se présente, on ne peut mieux. Voilà, nous sommes en plein travail, on coupe un tube plastique qu'on a récupéré sur la plage pour s'en servir de rondin à mettre sur le bateau, et donc pour générer moins de friction entre le bateau et la plage, ce qui va nous permettre de tirer le bateau plus facilement sur la plage. Malheureusement, nous n'avons qu'une petite scie, donc ça va nous prendre un petit peu de temps. Donc là, c'était en stand-by au départ de Wells, en attendant des bonnes conditions. Là, on assistait, donc Nelson était avec moi pour faire des photos et filmer. Et là, c'était une chasse à la baleine, plus ou moins traditionnelle. Ça, c'est l'intérieur du bateau. Et là, c'est vraiment le départ. Voici le départ de Wells. Charles-Erich. Qui est Valina. Où nos hôtes sont venus voir le bateau. Il y a toujours beaucoup de moustiques. Et Charles devrait repartir dans 5 ou 6 heures. Avec le comité d'accueil. Et Charles qui traverse la petite bande de terre et qui nous rejoint. Le bateau est de l'autre côté. Voilà. Le ravitaillement à Pointe-Lay vient d'arriver. Nous sommes sur la plage de l'autre côté de la lagune. Les moustiques sont toujours là, même s'il pleut. Donc I keep going to borrow. C'est un phoque. Yes, you can have a look on the website. Alors mon anglais est pas terrible Yes. en principe, mais là il est particulièrement désastreux. Cela Parce que dit, j'ai pas dormi depuis. au milieu des baleines, il y en a partout. Il y en a partout, elles soufflent. Glaçons et baleines. Là on en a une, deux même, énormes. Les ours on en voit beaucoup. C'est le seul animal qui chasse l'homme. Au monde. Les morses, c'est plus gros qu'un ours. Des phoques. Donc ça par contre, moi je m'en lasse pas, c'est marrant comme tout. 22 juillet, Pointe-Barreau, extrême nord de l'Alaska. Je suis assis sur un bout de banquise. Donc j'arrive de la direction qui est derrière moi. Il fait frais. Je le sens parce que j'ai pas de gants, j'ai l'onglet. Donc ça veut dire qu'il fait moins quelque chose quand c'est sec. Sous le temps habituel, donc de la pluie, mais avec du bon vent dans le bon sens. Voilà. Salut. Insolite. Avec un petit voilier là qui est au moteur. C'est le premier bateau que je vois depuis voilà. Wells. On devine. Là, je ne sais pas si on le devine là. Mais moi je les ai entendus parce que ça porte très très loin. Le moteur. J'ai pas vu le bateau mais j'ai entendu le moteur. Par contre eux m'ont pas vu. Je vais essayer de les rappeler. Ouais, du bateau. Ah, et je peux pas les appeler par VHF parce que ça marche pas.
Mais bon, je pense que je vais les voir à Pointe-Barreau. 43e jour d'expédition. Ça, c'est du moisi. Hein. Bon, donc là, les vêtements moisissent. On voit donc mon pantalon de montagne, donc complètement moisi. Donc. Et après, direction Belley-Bunsen. Voilà, donc très sympa, et je suis vraiment au bout du banc de sable. 31 août, donc je suis au bout d'un banc de sable, avec le pied gauche dans la lagune et le pied droit dans l'océan. En attente d'un patient. Et j'ai posé le bateau un peu plus loin là, pour attendre. Donc fin de coup de vent. Là c'est monté à 40 nœuds là, donc là en plus très mal positionné, j'étais sur un banc de sable, mais la mer est montée et alors que le bateau était échoué, je me suis retrouvé dans des conditions très compliquées, mais bon, ça a l'air de se terminer là, donc c'est bon. Ça, c'est un cimetière de baleines. De reste de baleines. 4 août, soleil de minuit. Un point de nord, pour la veille idéale. Soleil du milieu. Ces jours 24 heures sur 24 pendent jusqu'au 15 août, grosso modo. Lundi 5, remontée de l'ancre et mise en route. Donc là, au départ, j'avais une ancre flottante comme l'an dernier. Et puis après, comme c'est des mers sans fond, je mouillais ce petit grappin parapluie. Même en pleine mer, quand les conditions n'étaient pas favorables. Donc, je viens de m'échouer sur des bancs, sur un banc là, donc pas vu là dans la brume. Alors, je suis à côté de Plombay, là, très près, à 3000, et il y a des bancs de sable partout sur le banc. Là, je suis en pleine mer, mais il y a des bancs de sable. Et là, il y a gros danger. Les ours, là, c'est des situations où il y a gros danger, parce qu'ils peuvent galoper là où ils veulent. Bon, bah, le piège se ferme, malheureusement. Voilà, donc je suis sorti de ces méandres, non spécialement, et là, je suis arrivé sur Pruneau. Je sais pas trop ce que je vois, des grilles, bon ben voilà, arrivé sur Là, on est déjà
doit être début septembre, donc là ça commence à se refroidir. Donc redépart après échouage 35 nœuds, là les conditions sont bonnes, le vent est dans la bonne direction. Maintenant il n'y a pas de fond là, et il faut que j'arrive déjà à le déséchouer. À vide il fait 160 et chargé il doit faire 250. Mais là c'est souvent des fonds sableux vaseux, donc ça fait plus ou moins ventouse. Donc j'ai beau avoir, tout à l'heure je vous raconterai un obstacle à un moment où j'ai failli, je ne voyais pas la solution. Là, donc j'ai failli être obligé de me faire récupérer. Parce que j'ai Palan et comme l'autre, c'est-à-dire ça s'appelle quoi, comme l'autre en français, c'est un tire fort, mais il me faut un point fixe. Et ça c'est Toutou Yaktouk. C'est-à-dire c'est le village où j'ai hiverné le bateau et d'où je vais repartir. Ça sont les c'est les pingos, c'est des mouvements de terrain, en fait c'est de la glace, c'est des compressions de glace qui se forment et au fil des décennies elles se recouvrent d'humus de terre. 10 septembre, Toutou Yaktouk, la maison dans laquelle l'hivernage va se faire, et je suis en train de rentrer le rameur des glaces dans la maison. Donc voilà, donc avec Palan, Comelone, tir fort, c'est-à-dire harnais, etc. Donc en faisant attention, donc c'est la maîtresse de maison Inuit, très sympathique, qui a suggéré la chose, mais elle n'avait pas eu le bateau. Et quand elle a eu le bateau, elle a préféré ne pas voir ça et elle est partie se promener. Parce que j'ai pris un point fixe sur un des piliers de la maison et elle a peur que j'arrache la maison. Et il faut que je rentre dans cette petite porte. Voilà. Inuvik, 13 septembre. Donc à 200 km grosso modo au sud de Toutou Yaktouk. Donc l'automne est là. On voit les couleurs. Bon, les températures là sont très agréables. Il fait un soleil radieux, pas de vent. Il va faire 2-3 degrés positifs, alors qu'à tout qui gèle. Donc voilà. Et on voit l'aéroport là-bas. Petit aéroport, donc très sympathique. Et je vais prendre un avion pour Edmonton. Et pour revenir sur l'Europe. Voilà, et je serai là à nouveau. Donc, pour terminer le passage de nord-ouest, donc mi-juin. Voilà, donc là je suis à grosso modo à mi-parcours. Donc la première partie très très compliquée pour différentes raisons que je vais vous donner. Plus compliqué que je pouvais prévoir. Et la deuxième partie, donc à partir de mi-juin, en théorie, même si à la rame il faut être d'une prudence très très grande, en théorie, la deuxième partie devrait être un peu moins compliquée. Alors ça a été beaucoup plus compliqué que prévu.
D'une part, parce que là, le réchauffement de la Terre, il est là, il n'y a pas de discussion, il faudrait vraiment être négationniste pour avancer une autre théorie. Mais je suis tombé sur une année, c'est comme en France, l'hiver dernier a été très froid, je suis tombé sur une année où il n'y a jamais eu tant de glace depuis 2000. Bon. Première raison. Deuxième raison, mais ça j'aurais pu le prévoir, jusqu'à toute cette partie, là c'est le détroit de Bering, mer des Tchouk, jusqu'à la pointe Barrow qui est l'extrême nord de l'Alaska, en fait c'est là, l'extrême nord de l'Alaska, donc le pôle nord étant là. La météo est extrêmement difficile à prévoir. Moi je suis routé, c'est-à-dire j'ai un routeur qui est en France, qui s'appelle Michel Molnet, que j'appelle une fois par jour, qui me donne la météo. Donc aujourd'hui la météo c'est d'une fiabilité remarquable, hein, même dans les mers du Sud, à 5 jours on a quasiment à 5 nœuds près la météo, la direction du vent, et ça tombe juste quasiment toujours. Par contre dans cette partie du monde, la météo est absolument pas fiable. Parce que c'est un véritable courant d'air, le détroit de Bering, d'une part. Les dépressions, elles tapent sur l'Alaska, donc ça perturbe les choses. Et puis en plus, il y a les courants d'air froid liés aux glaces, et plus la force de Coriolis, donc tout ça fait un mélange où la météo surprise en permanence. Alors je l'ai fait à la voile, le passage nord-ouest, mais j'étais sur un 50 pieds qui devait faire 13 tonnes, mon voilier. Donc à moins de jusqu'à 30-35 nœuds, je ne prenais même pas la météo, j'avais aucun problème. Tandis que là, le problème c'est qu'à la rame, à partir de 20 nœuds, ça commence à bouger très fort, 25 nœuds commence à y avoir danger, et 30-35 nœuds, ça commence vraiment à être très très sérieux. Et j'ai pris au total 6 gros coups de vent pour moi, à plus de 30 ou 35 nœuds, et sur les 6, il y en a 4 que j'ai pas vu venir. Donc ça c'est vraiment un problème. Autre élément pas trop prévu, c'est que jusqu'à la pointe Barrow, et là j'ai toujours pas d'explication, est-ce que j'ai manqué de réussite ou est-ce que c'est comme ça, j'ai eu beaucoup de vent de face. Pas forcément des vents très forts, mais souvent 10-15 nœuds de face. Donc, et à la rame, surtout sur ce bateau, comme vous avez vu, le bateau est totalement plat. Pour ceux qui connaissent les bateaux, les 60 pieds open ou les 650, le fait qu'il soit totalement plat, même si le bateau est extrêmement léger, fait que dès que j'ai un peu de clapot, le bateau se met à taper et j'avance plus. Le bateau avec lequel j'ai fait un aller-retour sur l'Atlantique à la rame l'an dernier, qui est beaucoup plus lourd, beaucoup moins rapide, mais il était légèrement en forme, et d'une certaine façon, il avançait mieux face au clapot. Parce que j'arrivais à emmener un peu d'inertie. Et puis, dernier élément qui a rendu les choses difficiles, mais ça à la limite, j'étais prévenu, c'est que comme on n'a pas de référence sur ces zones à la rame, il y avait tout un tas de choses où il a fallu que j'apprenne. Il a fallu, disons, un petit peu de temps pour arriver à faire les choix. Alors par exemple, j'ai évoqué le cas tout à l'heure, l'an dernier, j'avais une énorme ancre flottante qui devait faire peut-être 15 mètres carrés. Donc quand j'avais vraiment du gros temps, je me mettais sous ancre flottante, c'est un énorme parachute qu'on déploie dans l'eau, et donc ça permet d'être face au vent, et puis de passer le coup de vent un peu mieux que si on était complètement à la dérive, avec le risque de se mettre en travers. Donc au départ, je suis parti avec le même système, sauf que le problème là, c'est qu'il y a énormément de courant, donc l'ancre flottante, ça stoppe par rapport à la mer, mais s'il y a du courant, on recule avec le courant. Premier problème, et en plus, toute cette zone, il y a des falaises, et il y a énorme danger, parce que sur cette zone-là, il y a des risques de vent, et je suis resté 4 jours à un moment en vue de, ça s'appelle la pointe Barrow ici, il y a des falaises avec risque de vent catabatiques. Alors pour ceux qui savent, les vents catabatiques, c'est grosso modo lié au fait qu'il y a des différences de température entre le glacier, on va dire la neige, et l'océan. Donc ça va faire des grosses différences de température totalement imprévisibles. Il peut y avoir plus les falaises, il peut y avoir des vents qui se lèvent soudainement à plus de 200 km/h de vent. Donc tout ça pour dire que
c'est des zones où il faut circuler le plus vite possible. Et l'orgue flottante, ça peut vous ramener sur cette zone, donc ça n'allait pas du tout. Et il m'a fallu 3 semaines, 1 mois, pour tout d'un coup avoir une idée. Et a priori, jamais personne s'était amusé à faire ça, parce que quand j'ai expliqué aussi bien aux Esquimaux, qui ne sont pas trop des marins, si c'est des marins, mais ils naviguent jamais au-delà de la vue des côtes, mais aux quelques voiliers qui sont allés sur ces zones, ma technique, tous me disaient, mais ça s'est jamais trop vu. Donc en fait, on l'a vu un petit peu. Tout d'un coup, j'ai eu une idée, je me suis dit, mais il n'y a pas de fond dans ces mers, c'est-à-dire il y a rarement plus de 30 mètres. Donc, j'avais un petit grappin parapluie, un gros comme ça. Certains me disaient, mais on dirait que tu l'as acheté chez Toys R Us. J'avais 6 mètres de chaîne, j'ai mis toutes les ficelles, tous les bouts, qui n'étaient absolument pas destinés à ça, mais à tirer le bateau sur la berge, bout à bout, et j'ai balancé mon grappin en pleine mer. Et comme les fonds, c'est des fonds vaseux, sableux, bah, ça marchait et ça me fixait d'une façon absolument définitive au sol. Et ça, il m'a fallu un peu de temps pour comprendre la technique. Et puis un autre exemple où il m'a fallu un petit peu de temps d'adaptation, c'est les vêtements. Ça paraît bête comme tout, surtout que, bon, bah, disons, des terrains compliqués, j'en ai quand même côtoyé, hein, que ce soit Everest, mer du Sud, pôle Nord et compagnie. Donc j'ai été parti plutôt avec l'idée d'avoir des vêtements de kayak, pour ceux qui connaissent. C'est des vêtements étanches, en principe assez respirants, mais ça ne va pas du tout. Enfin en tout cas, pour moi ça ne convient absolument pas à l'exercice, parce que même si c'est soi-disant respirant, la rame, bah, on dépense beaucoup d'énergie, donc je transpirais, c'était épouvantable. Et puis deuxième problème, les manchons en néoprène ou en je ne sais trop quelle matière, au bout d'un moment, à force de les porter 24 heures sur 24, j'étais irrité. D'ailleurs, on le voit hein, sur les quelques images là, qu'on a vues, on voit que mes tenues évoluent au fil du temps et à la fin, je suis constamment, quasiment toujours en Gore-Tex, c'est-à-dire les combinaisons, les tenues de randonnée, quoi, de simples randonneurs ou de montagne. Après, j'ai un peu essayé cirer, on oublie. Cirer pour ramer, c'est catastrophique, une demi-heure, mais on ne peut pas garder un ciré même s'il pleut pendant beaucoup de temps. Donc en fait, j'ai terminé avec 2 tenues, soit Gore-Tex, quand il pleuvait pas trop, parce que le Gore-Tex, si vraiment il y a des pluies incessantes, ça arrive à passer, soit quand vraiment les conditions étaient difficiles, combinaison de survie TPS. Le problème de la TPS, c'est que on peut tenir, même dans de l'eau glacée, si on est en forme, on peut tenir, je pense, au moins 2 ou 3 jours. Mais par contre, dans une activité physique dynamique, on va dire, on moisit. Là, on a vu mes vêtements qui moisissaient de l'extérieur, mais on peut moisir de l'intérieur. Donc ça va pas, donc il faut, et ça a quand même quelques limites. Donc il y a eu aussi quelques phases d'adaptation. Et puis enfin, qu'est-ce qui me fait dire que normalement la deuxième partie devrait être un peu plus simple? Alors la météo, qui a été réellement pour moi un souci, c'est-à-dire pas tellement le fait que la météo soit pas favorable, mais de ne pas avoir de prévision, à partir de là, les prévisions sont un peu plus fiables. Pourquoi? Parce qu'on est un peu plus au nord, donc les trains de dépression passent plutôt un peu au sud. On est un petit peu d'ailleurs comme en France, hein, à l'est de la France c'est un peu plus continental qu'à l'ouest, donc les trains de dépression, les pluies, il y en a plus là que là, et puis enfin on voit que je rentre sur des zones plus resserrées, donc j'ai plus de mer qui peuvent être très fortes, et pour moi ça va être beaucoup plus facile d'aller m'abriter en cas de gros temps. Et donc l'objectif c'est d'arriver en mer de Baffin. La mer de Baffin c'est ici, donc c'est l'Atlantique, hein, l'Atlantique étant là, et d'arriver ici, donc pour terminer l'expédition, normalement je devrais avoir, si on prend une année à peu près standard actuellement, c'est plus ou moins libre de glace jusqu'au 15 octobre. Mais cette année, là aussi, ça peut se reproduire, hein, c'est pas parce que c'est comme à la roulette, hein, le rouge il peut sortir 15 fois, ou le noir pareil, mais j'ai eu une année avec beaucoup de glace,
bon, je peux espérer l'an prochain avoir une année un peu plus moyenne. Et cette année, par exemple, le passage qui s'appelle le Peel Sound, c'est-à-dire le point le plus nord du passage chez Resolute Bay, c'est ici. Normalement, c'est ouvert pour circuler jusqu'au mi-octobre, et cette année, c'était totalement fermé jusqu'au 15 septembre. Ceux qui ont suivi, par exemple, Tara, qui est passé, Tara, on était à peu près ensemble à la même période. Moi, quand j'ai stoppé le bateau pour hivernage à Toutouilactouk, lui, il est passé, mais il est passé derrière un brise-glace. Et pourtant, Tara, c'est un gros bateau. Donc, il y a 2-3 bateaux qui se sont mis... c'est leur job, hein, les brise-glaces. Mais moi, il n'était pas question. D'abord, je n'avais pas envie de passer. Et quand bien même j'aurais eu envie de suivre le brise-glace, il n'aurait pas été d'accord. Hein, parce que à la vitesse où je vais, on y passait un mois. Donc voilà un petit peu quelques éléments. Donc là, on a vu pas mal Alors les Esquimaux, c'est le terme générique. Mais ils sont très attachés sur le fait de dire que dans ce terme générique, il y a différents peuples. Qui ont d'ailleurs, quand on commence à discuter avec eux, quand on commence à les rencontrer, on voit effectivement qu'il y a des caractéristiques un peu différentes. Au départ, ce sont des Tchouks, après des Inupiats, et sur la partie canadienne, des Inuits. Par contre, ils ont des caractéristiques communes, extrêmement accueillants, c'est-à-dire de tous les pays que j'ai pu fréquenter, que ce soit le Tibet, le Népal, l'Afghanistan, l'Afrique, dans différents pays variés divers. Bon, j'ai jamais vu un peuple aussi accueillant. C'est-à-dire vous frappez dans n'importe quelle maison inuite ou inupiaq, même s'ils ne savent pas d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous faites là, vous êtes accueillis bras ouverts, toujours en train de rigoler et extrêmement curieux. Et dans mon cas, il y avait 2 choses qui systématiquement éveillaient leur plus grande curiosité. C'était d'où je venais. Alors, de venir du détroit de Bering, je leur aurais dit que je venais de la planète Mars, pour eux, c'est à peu près la même chose. Et deuxième chose qui les intriguait au plus haut point, c'était comment je faisais pour vivre dans un espace aussi réduit, sans chauffage, sans strictement aucun confort d'aucune sorte. Et ça vient d'un peuple, évidemment, habitué à des conditions quand même difficiles. Et on a vu donc sur le film pas mal d'animaux. Alors la rame, c'est un moyen absolument fantastique pour être au contact de la faune en tout genre, parce que c'est évidemment pas du tout agressif comme moyen de locomotion. À la voile, j'ai vu des animaux, j'ai vu des baleines, j'ai vu des ours, mais strictement rien à voir avec ce que j'ai pu côtoyer sur cette expédition. Un véritable aquarium géant. Des ours, des baleines, des orques, des belugas, des rennes, des phoques à longueur de temps, absolument incroyable, la faune qu'on peut rencontrer sur place. Il n'y a pas eu de pépin avec les animaux, parce qu'on vous voit à un moment donné avec un fusil. L'ours, vous le disiez à juste titre, hein, c'est un animal qui chasse l'homme, mais quand vous êtes largué, vous ne savez pas depuis combien de temps il a mangé. Vous avez eu des frayeurs au-delà des conditions météorologiques avec des animaux? Alors, avec les ours blancs, bon, non, pas directement, mais il faut être extrêmement vigilant. En pleine mer, à mon avis, ça risque pas grand-chose, parce que même si c'est un très très bon nageur, on peut en rencontrer, il ne va pas attaquer le bateau. Il y a 2 cas de figure, si tu peux rester par exemple sur cette image, il y a 2 cas de figure où il y a danger. Là, par exemple, il y a danger, parce qu'il peut tout à fait se planquer quelque part et sauter dessus. Et là, il y a réel danger. Là, par exemple, ça c'est à point de barreau. Hein. Donc, point de barreau, après je vais revenir sur les ours. Donc, j'arrive grosso modo d'ici. Donc, on imagine le problème, la difficulté. Mais le bateau est fait pour ça. Hein. J'arrive à le tracter là au milieu. Mais par contre, là, je suis resté 5 jours. Je fais une petite digression avant de revenir sur les animaux. Là, il y a 2 problèmes.
qui a fait que je reste. On voit, ça c'est au même endroit, mais là on voit la glace qui a pas mal dérivé. Alors la glace, c'est ça m'a toujours étonné, encore aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que c'est relativement, je parle de la banquise, parce que là c'est de la banquise, hein, après on va rencontrer des icebergs sur la deuxième partie du parcours. Là on est sur de la banquise uniquement, et donc la banquise, ça bouge très très vite. Très très vite. En fait, c'est très simple à comprendre, mais quand on est dans l'élément, souvent on est assez surpris, c'est que là il y a des courants de 3 nœuds. Donc ça veut dire que sur 24 heures, ça peut faire 75 000, 150 km, quoi, grosso modo. Alors les deux problèmes que j'avais là, c'était, même 3, ça peut aller jusqu'à 4-5 nœuds sur l'extrême de la pointe barreau. Alors premier problème, c'est que moi, en tractant le bateau, donc je suis harnaché, hein, je tire le bateau, je le monte sur un bout de glace et je le tire. Le problème, c'est que quand je le tire, j'avance comme un escargot. J'avance peut-être en déployant des efforts énormes, je vais peut-être faire 10 000 dans la journée. Donc en clair, si le courant est plus fort que moi, et ça arrive très souvent, je vais reculer. Donc je peux être même embarqué sur en plein nord. Donc je ne maîtrise rien du tout, même si j'avance. Ça ne va pas être le cas dans la deuxième partie du parcours, où là, la banquise va être beaucoup plus, on va dire, stabilisée. Et deuxième problème, c'est que si j'ai des blocs, comme c'est le cas là, comme on le voit un petit peu, eh bien, si je me prends un coup de vent, il y a danger extrême. Parce que c'est comme des énormes plaques de béton. Le bateau, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de la structure même du bateau, parce que c'est du Kevlar carbone. Par contre, si je peux casser, il y a 2-3 trucs où je suis très embêté si ça casse. C'est le gouvernail, où je me prends un bloc, il casse, c'est terminé. Si je peux rejoindre la berge, mais je ne peux plus avancer vraiment sérieusement. La dérive, c'est pareil. Et puis la porte, parce que quoi qu'il arrive, pour que ça soit étanche, il faut quand même que j'ai un élément pour pouvoir sortir. Et ça, cette porte, il ne faut pas que je la casse. Donc voilà donc les deux obstacles qui font que dans les blocs comme ça, il faut quand même être assez prudent. Donc vous voyez le grappin dont je parlais, hein, c'est vraiment un tout petit truc, quoi. Donc les ours, deuxième cas de figure où il y a gros danger avec les ours. Moi je ne le savais même pas quand j'ai fait le passage du nord-ouest à la voile, c'est qu'il y a beaucoup de lagunes là-haut. Et il y a des lagunes qui peuvent faire 100 km de long. Donc on pense plutôt en général à des pays chauds, mais il y a des lagunes. Et donc avec une passe d'entrée, une passe de sortie. Et dans ces lagunes, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire il y a entre 5 cm d'eau et 1 mètre d'eau. Et là, l'ours, il peut galoper là au milieu, et danger terrible. Nous, sur le pôle Nord, avec Arnaud Tortel, on a vu des ours, enfin on a vu un ours nous suivre pendant 15 jours. Et c'était pas pour jouer, hein, c'était vraiment, il chassait. Et comme il est capable de ne pas manger pendant 80 jours, on sait jamais, mais en même temps, on peut voir un ours passer à 10 mètres de vous sans tourner la tête. Donc l'animal est dangereux. Donc, il faut être armé. Donc par exemple, à un moment on me voit avec mon ciré jaune, avec le fusil en bandoulière, j'ai du 300 pour ceux qui chassent, du 300 Winchester, avec une balle engagée dans le canon. Et alors il y a d'autres moments, alors les orques, alors après c'est très très difficile. Alors il semblerait que l'erreur c'est d'avoir un bateau blanc. Parce que justement, la baleine peut vous prendre pour un orque. Mais bon, ça il semblerait, parce qu'on entend des tas de trucs, donc c'est très très difficile de savoir où est vraiment le problème. Alors la baleine, j'ai eu deux frayeurs très très grandes avec des baleines. Alors c'est merveilleux, on entend le souffle des baleines, par moments il y en a partout. Parce qu'en même temps, très souvent, il y a de la mer absolument d'huile. En Méditerranée, des mers absolument d'huile, ça arrive, mais c'est pas si fréquent. Il y a toujours là, par moment, c'est mer d'huile.
Et là, donc pas un souffle de vent, donc les baleines, on les entend, elles tournent autour. Comme tous les animaux, la plupart, elles sont curieuses, donc elles viennent voir, etc. Donc la première frayeur, j'étais en train de ramer, et j'ai une baleine qui sort à la verticale, tête en l'air. Et je me revois encore, je lève la tête pour regarder, et je vois ses yeux, sa tête. Donc là, c'est merveilleux, mais c'est inquiétant. Hein. Si par hasard, elle retombe sur le bateau, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Alors là, les Esquimaux m'ont dit que ça arrivait. Ça arrivait relativement souvent, et que, a priori, il n'y avait pas trop de danger. Et alors la deuxième frayeur, et là, elle date d'un mois, hein, c'était quasiment à la fin de l'expé. Donc j'étais en train de me faire un café à l'intérieur de la cabine. Et donc j'entends le souffle très fort d'une baleine. Je sors, la baleine, elle était à toucher le bateau. Bon, je sens tout de suite l'embrouille possible arriver. Donc j'ai 2 trous d'aération à peu près gros comme ça, pour pouvoir respirer à l'intérieur de la cabine. Donc je rentre à l'intérieur, je les ferme. Et puis je regarde à travers, là j'ai, comme elle était sur le côté, là j'ai un petit hublot, pas de ce côté mais de l'autre, mais tout petit. Et je regarde ce qui se passe. Elle reste à côté du bateau pendant pas mal de temps, et puis à un moment, elle passe sous le bateau et elle soulève le bateau. Alors, par exemple, là aussi, donc, grosse frayeur. Le bateau lui-même, je ne suis pas trop inquiet, mais si elle me casse le gouvernail, c'est terminé. Puis elle l'a reposé avec autant de douceur. Donc là, je suis sorti en me disant que, bon, elle l'avait fait une fois, bon, il y a des chances que ça ne se reproduise pas. Donc, bouillonnement partout, et elle est allée sonder un peu plus loin. Et les Esquimaux, alors là, c'est pareil, parce qu'après, c'est comme toutes les histoires d'anciens, si on peut dire. Après, il faut toujours faire le tri entre la réalité, ce qu'ils connaissent vraiment, la partie un peu légende. Eux disent que des accidents de baleines, si on peut dire, il y en a très peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Comment vous communiquez avec les Esquimaux? Anglais. Même entre eux, si j'ai bien suivi, ils parlent anglais. Après, dans les villages les plus importants comme Barrow, il y a combien d'habitants? Je ne me rappelle jamais. 3000, non? 2000 2000. Donc après, si vous voulez, culturellement, un peu comme certaines langues en France, les Corses ou les Bretons, ils essayent de préserver leur culture. Donc le gouvernement, bon, Barrow c'est américain, donc ils essayent à l'école de leur apprendre leur langue d'origine, mais au quotidien ils parlent anglais. Les Corses, les Bretons ou les Occitans aussi? Ou les Occitans. Plus par ici d'ailleurs. Les Occitans qu'en Corse ou qu'en Bretagne. Vous avez demandé à Nelson la confirmation du nombre d'habitants, et sans vouloir vous couper la parole, hein, mais quand même, peut-être Nelson, 23 ans, papa, il avait l'habitude de voir des situations extrêmes. D'ailleurs, ce qu'on vient de voir à la rame, il l'avait fait à la voile. Mais en revanche, Nelson, c'est la première fois qu'il était dans ce genre de situation. En accompagnement, non pas sur le bateau à ramer, hein, mais en accompagnement, j'aimerais bien avoir une petite perception, d'une part du fiston, c'est-à-dire c'est papa qui est en train de faire ça, et d'autre part de l'homme qui se retrouve à 22 ans au milieu de ces paysages et de ces rencontres. C'est vrai que moi j'avais pas l'habitude, quand on est arrivé sur la première plage, j'ai dû coller les autocollants sur le bateau par exemple, et on avait une carcasse d'ours blanc à 15 mètres. Du coup la présence de l'ours, j'étais pas trop habitué, et je regardais toutes les 5 secondes autour de moi s'il y avait quelque chose, et ça fait un peu lourd de savoir que peut y avoir quelque chose autour de toi qui peut t'attaquer, et que en fait j'avais jamais utilisé un fusil de ma vie, donc on sait pas trop comment réagir au moment, mais j'en ai pas vu, donc tout s'est bien passé. Sinon, la partie rencontre avec les Esquimaux, moi je trouvais ça super. J'ai goûté un peu de baleine, j'ai appris pas mal de choses sur la pêche, j'ai vu des morses, des défenses de morses qui sont énormes, des choses qu'on voit jamais. Et puis les Esquimaux, comme Charles l'a bien dit, sont très très accueillants. Je passais mes nuits à jouer aux cartes avec les Esquimaux en attendant papa qui ramait. Enfin, des nuits où il fait jour, quoi. Oui, il fait jour tout le temps. Ouais, parce que ça aussi, ça doit être une sacrée expérience d'être en plein jour H24.
pensais que ça me gênerait moins, et en fait, c'est vrai que on se décale un peu. Mais les Esquimaux ont appris à vivre comme ça, et en fait, ils n'ont pas de cycle de 24 heures, ils dorment quand ils sont fatigués. Partant pour la deuxième partie du périple au mois de juin. Tout à fait. Ouais. Et Charles Eddrich, au-delà du sportif aventurier, d'avoir embarqué son fils aîné dans l'aventure, c'est une pression supplémentaire, parce que jusqu'à présent, tous les exploits que vous avez fait ou en solo, ou en équipe, on va dire, quand vous intégrez une organisation, ou en duo, avec un passager sur un bateau, mais là, au-delà de l'équipe que vous avez constituée pour vous escorter, d'avoir son fiston, ça met une pression supplémentaire? Alors non, pas vraiment, parce que si vous voulez, moi j'ai 3 enfants. Bon, Nelson Kouraski a été dans les 10 meilleurs français en descente. Là, il vient de faire 2e sur le circuit américain de ski alpin. Je les ai tous les 3, on va dire, dans la mesure où ils aimaient ça, poussés pour faire du sport de compétition, mais à aucun moment poussés sur le terrain de l'aventure, parce que le terrain de l'aventure, il faut vraiment que, d'abord, on peut vivre sans avoir ni le goût, ni la pratique de l'aventure. Et puis, il faut vraiment que ça soit quelque chose de... Autant la compétition, je considère que si on a envie de travailler, même dans une entreprise, c'est quand même des valeurs plutôt positives. Et on peut faire un lien avec l'entreprise, il faut quand même se bouger, il faut que ça marche, il faut avoir des résultats, etc. Maintenant, l'aventure, il faut vraiment que ça soit quelque chose qui vienne de soi. Et puis, il n'y a rien de plus dur que de suivre les traces de son père quand il fait des trucs, on va dire, si particuliers. Donc, non, je l'ai jamais poussé. Et dans le cas de Nelson, là, son rôle était de filmer, de prendre des photos. Et puis, il a fait à peu près la moitié du parcours. Tu as fait quoi, 4-5 escales 3-4 et puis de préparer le terrain sur les premières escales, donc Kivalina, Pointe-Lay, Pointe-Haut, je ne suis pas passé, donc voilà, mais en aucun cas... Puis en plus, il y a un autre point, c'est que la rame, moi ça me passionne, c'est fait la 3e expédition à la rame sur laquelle je pars, mais quand même il faut reconnaître que c'est pas ce qu'on fait de plus fun comme sport au quotidien. C'est plus bestial, c'est compliqué. Donc, alors moi je trouve tout un tas de choses qui me passionnent et qui me permettent d'aller au-delà, on va dire, du sport qui est particulièrement lassant, on peut même dire pénible et répétitif. Alors ce qui m'intéresse, ça va être, on a vu différents sujets, la faune, les Esquimaux, le simple fait d'être sur une première en record, quelque chose qui ne s'est jamais fait, les glaces, tout ça, ça me permet... on va dire de passer au-delà de tout le reste, mais là, comme on est sur un salon nautique, il est sûr que la pratique de la voile, surtout si on aime la compétition, là, aujourd'hui, c'est le départ de la Jacques Vabre, sur lequel j'ai couru, ou un Vendée Globe, c'est quand même plus marrant. Il y a des moments difficiles, très difficiles, surtout quand on est en solo, mais dans le plaisir sportif, quand on aime ça, il y a des immenses moments de bonheur absolu. 20 nœuds, si je parle d'un 60 pieds open, sous les alizés, sous le soleil avec les poissons volants, c'est fantastique. À la rame, quand on est à 2 nœuds et demi et qu'on a ramé pendant 20 heures, dire que c'est du pur bonheur sportif, c'est quand même, il faut avoir beaucoup d'imagination ou être romancier et disons, pour arriver à le lire. Donc c'est vraiment, on va dire, la passion de l'aventure, de l'expédition des premières qui doit, on va dire, être l'élément moteur plus que le plaisir sportif. Donc pour quelqu'un qui a 20 à 25 ans, d'ailleurs c'est pour ça que c'est des sports où il y a, enfin d'abord c'est très confidentiel comme sport, des rameurs océaniques qui font des choses qui sortent de l'ordinaire, on n'est pas nombreux, mais c'est quand même très ingrat, on va dire. Encore que là c'est quand même un peu moins ingrat que ce que j'ai fait l'an dernier. Parce que l'an dernier, 145 jours en solo absolu sur un espace vital grand comme pas toute la table. Là, ça aurait été vraiment 5 étoiles grand luxe, mais la moitié de la table. C'est d'une ingratitude terrible. Et je suis sur ces projets
Encore une fois, pas parce que le plaisir d'avoir quelque chose de particulièrement pénible me plaît spécialement, c'est simplement parce que l'essentiel pour moi, qui est de faire des choses extraordinaires, prime, et qu'après, dans les choix d'expédition sur lesquels je pars, je prends en compte évidemment l'aspect financier des choses, et ce genre d'expédition, aujourd'hui, j'arrive à les financer, et par contre, j'ai d'autres projets directement voile, auxquels je pense, plus que je pense, hein. Par exemple, pour ceux qui se motivent pour les records en tout genre, si j'avais, dès que j'ai les moyens de partir sur un tour du monde en multicoque solo contre les vents dominants, là aujourd'hui on est 3 ou 4 à y penser, je suis le premier à émettre l'idée, je pars demain, hein. C'est-à-dire contre les vents dominants, c'est à l'envers, c'est-à-dire dans le sens inverse d'un Vendée Globe, en multicoque. Aujourd'hui, ça se fait en monocoque. Celui qui détient, enfin ça s'est fait 4-5 fois, hein. Il y a Dick Afari, Vendée Ned, etc. Et celui qui a le record, c'est Vendée Ned en 122 jours. Mais je suis persuadé, et aujourd'hui on est 3 ou 4 à y penser, que c'est faisable en multicoque. Et dans ce cas-là, le record tombe obligatoirement. Alors ça, c'est un des 45 projets que vous avez. Oui. Parce que c'est pas une blague, hein. Vous avez précisément 45 projets définis, structurés. Structuré, donc comme je l'ai dit hier, donc je peux présenter pour ceux qui n'étaient pas là hier le 45e. Lui, il est facile à présenter. Donc je vais essayer de battre le record de distance dans l'heure à vélo des plus de 100 ans. Mais j'ai un peu de temps pour me préparer, donc j'ai 45 années de lourd entraînement devant lui pour espérer battre ce record. C'est un homme ou une femme qu'il a ? Alors c'est un homme, il a fait 27 km/h l'an dernier, c'est un Parisien, région parisienne, et il considère qu'il en a pas mal sous le pied, donc, qui peut probablement gagner 2-3 km dans l'heure. Et lui, dans 45 ans, il sera hors concours. Hein. On sait pas, hein, donc... Est-ce que vous voudriez, mesdames, messieurs, intervenir ? Monsieur, au-delà de l'exploit sportif et aventure de votre expédition, est-ce que vous avez un programme scientifique quand vous avez Alors, sur scientifique... l'étude du climat, la pollution, etc. Alors, scientifique, non, pas directement. Par contre, là, par exemple, je suis en train de regarder un slogan. C'est dommage qu'il ne vienne pas de moi ou de nous, parce qu'il me plaît énormément. Et j'aurais tout à fait pu le prendre, j'aimerais bien, maintenant, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais ça correspond exactement à la façon dont je vois les choses, c'est plus on connaît la mer, alors j'ajouterais simplement, pour ce qui me concerne, vu que c'est la mer et le reste, plus on connaît la terre et la nature, plus on la respecte. Donc sur ce terrain-là, il y a énormément à faire, je vais prendre un exemple précis. Moi au départ, si vous voulez, le meilleur exemple, c'est que je démarre avec le Dakar Moto. Donc je ne suis pas un sauvage, mais je ne suis pas non plus, au départ, il y a 10 ans, l'environnement, le développement durable, aujourd'hui tout le monde en parle, tout le monde... mais c'était un peu, c'était pas du tout dans mes sujets d'intérêt principaux. Bon, maintenant, par rapport à cette phrase, il est certain que quand on est au contact de la nature, à longueur de temps, on s'y intéresse de plus en plus. Bon. Et alors sur le terrain scientifique, il y a des tas de gens qui font ça, donc je pourrais le faire. Mais je vois pas où se situerait vraiment ma valeur ajoutée par rapport à d'autres, puis c'est pas vraiment mon intérêt, par rapport à d'autres qui vont le faire beaucoup mieux que moi. Par contre, si tu pouvais montrer des photos du pôle Nord, non, tu peux, bon. Par contre, au pôle Nord, là on voit vaguement une photo. Cette photo-là, alors je ne sais pas si vous la voyez, cette photo-là, elle a été prise, vous allez voir où je vais en venir, cette photo-là, elle a été prise à 200 km du pôle Nord. Dans tout ce que j'ai fait, c'est une des expés, on est à deux, on est les premiers à faire une traversée intégrale. Si, on va la voir là probablement, cette photo. On est les premiers à faire une traversée intégrale, sans ravitaillement, sans assistance, pôle Nord-Groenland. On part du pôle Nord, voilà, on la voit là. Alors, vous allez voir où je vais en venir. Donc ça, on part du pôle Nord, on revient sur la photo, s'il vous plaît, de juste avant.
On part du pôle Nord, un traîneau chacun de 145 kg. Donc 145 kg à tirer, harnachés comme des animaux, c'est l'enfer. Donc des crêtes de compression, c'est-à-dire en fait on est sur la mer, mais la mer gelée. Bon. Mais c'est l'enfer, on a du moins 52, moins 36 dans la tente, mais c'est l'enfer annoncé, quoi. Si on n'avait pas envie de se trouver dans ces difficultés, il ne fallait pas y aller. Contre toute attente, on était suivi par Météo France, par des spécialistes des glaces, contre toute attente, même des plus grands spécialistes. 200 km après le départ du pôle Nord, on a des températures positives et, résultat des courses, la banquise disparaît et on se retrouve dans ces conditions. Bon, si Arnaud ou moi, vous voyez, l'aventure, elle est au coin de la rue. Si on avait imaginé des conditions de ce type, jamais on serait parti. Aucun moyen de secours. Donc, on a mis nos 2 traîneaux bord à bord, les skis en travers, on ficelle tout ça et on rame avec les pelles à neige. Et ça, c'était en 2009, et depuis, il n'y a pas eu d'expédition sérieuse réussie au pôle Nord, liée à la fonte des glaces. Là, les scientifiques, ça les intéresse, parce que là, si vous voulez, là, on n'est pas dans les prélèvements, on est vraiment sur le terrain. Et quand on présente ça, par exemple, dans des collèges, notamment en zone sensible, si vous arrivez avec un discours scientifique, écologique, développement durable, vous accrochez personne. Vous arrivez avec des photos de ce type, très facile de sensibiliser tout type de population. Ou si on en revient sur l'expédition que je suis en train de mener, le passage nord-ouest à la rame, c'était totalement impossible de l'imaginer il y a encore 10 ou 15 ans. Donc on est directement dans le contexte réchauffement de la Terre. Donc dans chacune de mes expéditions, à l'exception peut-être du Dakar, où là ça va être difficile de faire un lien direct, mais l'Afghanistan par exemple, il y a très peu de gens qui savent que le réchauffement de la Terre, on pense souvent aux îles, etc., mais l'Afghanistan, ils sont directement touchés, tous ces pays, par le réchauffement de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de précipitations, il n'y a pas de façade océanique, il y a une pollution terrible, il y a très peu de fleuves, donc moins de précipitations, c'est très très vite un problème terrible qui se pose chez eux. Donc voilà, donc sensibilisation avec, on va dire, des aspects réellement vécus sur le terrain. Alors là, il y a quelqu'un dans la salle qui est meilleur que vous, Charles Edrich, pour faire passer les messages auprès des collégiens en zone sensible, c'est Sophie Bourguignon. Vous voyez, c'est marrant comme elle arrive, vous voyez, elle arrive tout à fait à passer les messages auprès des jeunes, même en zone sensible, avec des chants de baleines, avec des petits dessins légers, comme quoi ça dépend aussi de la personnalité de qui présente. Dans tous les cas, vous allez dans le même sens. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs ensemble que vous allez nous retrouver dimanche matin, ici, pour parler en partie de ce qui nous entoure sur les murs et les regards d'enfants qui ont été développés tout au long de cette année avec Isabelle Debraz et Sophie Bourguignon sur les éco-gestes et sur la planète à mieux partager en quelque sorte.